podcast Convergence. Aujourd'hui, nous ne sommes que 3. Il y a moi, le stagiaire, Étienne qui fait son retour, et surtout, nous accueillons Lan de la chaîne Game of Earth, qui traite, vous allez le voir, de philosophie de l'écologie, d'écologie politique et de liens entre l'écologie et le féminisme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui commence à monter dans les milieux de l'écologie politique, mais pas seulement, la collapsologie. Phénomène qui monte, qui gagne de plus en plus de personnes, et d'ailleurs on peut s'en réjouir parce qu'à cette occasion, plein de gens rentrent dans une réflexion écologiste, avec cette envie d'agir. Et nous, on a eu l'idée de profiter des connaissances de Lan dans ce domaine pour réfléchir aux implications politiques de la collapsologie, puisqu'elle a pour ambition, la collapsologie, non seulement de décrire l'effondrement imminent, mais aussi de nous dire comment s'y préparer et comment réagir lorsqu'il se produira. Autrement dit, la collapsologie représente un véritable projet de société. On va proposer une lecture essentiellement descriptive pour comprendre ce qui est dit, mais aussi critique, car on croit pouvoir pointer un certain nombre d'insuffisances, de contradictions, voire des éléments qui doivent être rejetés avec force. Mais pour commencer, on va donner la parole à un invité surprise. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Alors non, ça n'est pas Pablo Servigne comme s'attendent probablement les gens, qui est le porte-parole désigné de la collapsologie, c'est notre très cher ministre Édouard Philippe. Alors, on a mis cet extrait justement parce que nous allons parler du fait que c'est quelque chose qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Et ça va jusqu'au ministre, quoi. Mais avant de s'attaquer à ça, je vais quand même faire quelques petites précisions. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le détail de qu'est-ce que c'est que le collapse, qu'est-ce que c'est que l'effondrement, d'où ça vient, machin. Il s'agit d'écologie, enfin c'est quelque chose qui parle d'écologie, qui parle du réchauffement climatique. C'est absolument pas un sujet qu'on va aborder, donc on est tous d'accord là-dessus, on va pas contester les catastrophes, les machins. C'est absolument pas le sujet qu'on va aborder. Ce qu'on va aborder, c'est les conclusions que les collapsologues en tirent. Et deuxième disclaimer, on va beaucoup parler de Pablo Servigne. Mais c'est uniquement parce que voilà, c'est un peu le visage de ce courant-là, mais il n'est absolument pas seul. Donc si jamais par abus de langage on dit qu'on dit Pablo Servigne en oubliant ses collègues, c'est vraiment de l'abus de langage. Il n'est pas tout seul. Et le troisième disclaimer, c'est que nous allons parler vraiment de l'implication politique de la collapsologie. Donc si vous êtes déjà fan et que vous êtes déjà convaincu, on vous fera pas changer d'avis, quoi. On sait qu'on n'y arrivera pas, donc je pense que ce n'est pas un podcast pour vous, mais plutôt un podcast pour les gens qui s'intéressent au progrès social et qui se demandent si la collapsologie, ça serait un bon angle d'attaque. Déjà, je vais commencer par décrire sommairement la collapsologie comme un mouvement écologiste contemporain. Donc ce qui se passe maintenant, c'est assez récent finalement, ça fait peut-être quelques années seulement qu'on en entend parler. C'est actuellement, maintenant, là, ces derniers mois, peut-être que ça monte encore plus. Donc ce courant écologiste contemporain, il est constitué d'une part de quelques têtes pensantes qui sont situées plus ou moins haut sur l'échelle intellectuelle classique. Donc on peut penser à des gens comme Dominique Bourg, qui est professeur à l'université de Lausanne, Pablo Servigne, justement, qui est un ancien chercheur en biologie qui a quitté le milieu universitaire, mais il y a aussi des gens comme Agnès Sinaï, Jade Lingard, qui sont toutes les deux des journalistes dans des grands médias par ailleurs. Et d'autre part, après ces têtes pensantes, au-delà de ces gens qui sortent peut-être un peu au-dessus de gens qui sont peut-être moins, qui ont une voix qui porte moins, il y a des activistes ou des gens lambda, on va dire, qui s'intéressent à la collapsologie et qui sont plus ou moins impliqués dans ces thèses-là et qui y adhèrent et peut-être changent même leur mode de vie en fonction de ça.
Pour préparer ce podcast, j'ai lu la thèse d'un sociologue qui s'appelle Jean Chamel, et je le remercie par ailleurs d'avoir bien voulu me communiquer cette thèse qui est en cours de publication. Donc Jean Chamel, dans son travail de sociologue, dit que les collapsologues, le mouvement de la collapsologie, qui est aussi vaste que des têtes pensantes et tout un tas de gens qui y adhèrent, les collapsologues ne sont pas organisés par des structures globales. Ils ont des échanges que Jean Chamel qualifie de réticulaires, c'est-à-dire que c'est relativement discret, c'est des liens informels, et si les penseurs de la collapsologie ne se constituent pas en grande association, s'ils ne constituent pas un parti politique par exemple, c'est parce qu'en fait ils craignent de ne pas adhérer à l'ensemble d'une doctrine qui serait vraiment bien définie. C'est-à-dire que, en fin de compte, la manière même dont la collapsologie se développe, ça participe d'un flou parce qu'ils sont en même temps pas tous d'accord sur ce qu'ils disent, quoi. Donc ça ajoute en plus à la complexité de présenter ce mouvement-là. Ça se voit vraiment dans sur la forme, c'est qu'on les trouve chacun en train de parler tout seul dans des conférences, dans des machins, ils font référence les uns aux autres, ils se font des préfaces les uns aux autres, mais des grandes tables rondes où il y aurait un peu toutes les composantes, ça se fait pas, mais probablement parce que ce que tu disais, c'est qu'on aurait des survivalistes d'extrême droite, des gens un peu écolo-optimistes, façon Cyril Dion, il y aurait Pablo Servigne, enfin ça ferait un truc un peu bizarre, et je pense qu'ils se rendraient assez vite compte qu'ils sont pluriels. C'est pas unanime du tout, ouais, ça c'est sûr. Par contre, c'est ce que, comme tu dis, les collapsologues, ils sont quand même assez relativement présents sur la scène médiatique. Ils communiquent beaucoup sur leurs convictions dans les médias. Donc il y a Mediapart avec Jade Lingard dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a France Culture aussi sur lesquels les collapsologues s'expriment beaucoup. Télérama. En fait, c'est des trucs qui sont assez mainstream et qui sont relativement bien considérés par les élites intellectuelles en fin de compte. Et puis il y a aussi des médias plus revendicatifs qui citent les collapsologues ou dans lesquels les collapsologues s'expriment, dont Reporter par exemple. Et donc tous ces collapsologues et tous ces aspirants à la collapsologie qui se présentent plus ou moins comme étant proches, voire carrément collapsologues, sont assez bien accueillis et en général plutôt bien écoutés. Et donc ce qui fait qu'ils essaiment un peu leurs idées tout autant qu'ils ramassent en chemin celles des autres. Vous allez voir quand on va rentrer un peu plus dans les bouquins de Servigne, Chapelle et Stevens par exemple, ça se voit beaucoup qu'ils ramassent et qu'ils rencontrent beaucoup de gens au fur et à mesure qui parlent de ce que eux ils pensent à propos de la collapsologie. En fait, plus ou moins, maintenant, dès qu'on commence à être inquiet pour l'avenir, on se fait très vite aspirer par les idées des collapsologues. Et par ailleurs, comme ils sont actifs dans divers mouvements écologistes, qui portent pas la bannière collapsologue, ça fait que on a l'impression que c'est plus ou moins une grande inspiration qui est prise par toute l'écologie, qui bascule un peu vers ce mouvement collapsologue, quoi. Ils sont très représentés, par exemple, dans l'Institut Momentum, qui est un think tank à propos de l'anthropocène, de la décroissance, de la résilience, etc. et du collectif Crise écologique, Crise des valeurs, qui est lui plus intéressé par la spiritualité écologiste. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même présents dans les grandes institutions écologistes en Europe. On parle de collapsologie depuis tout à l'heure et il faudrait prendre le temps de définir vraiment ce que c'est. Déjà dire simplement que c'est des gens qui disent que voilà, le monde va s'effondrer, ou alors la civilisation entièrement industrielle, ou alors des petits bouts de trucs, enfin bref. C'est assez pluriel là aussi, on va voir. On va écouter une des définitions qu'en donne Pablo Servigne, parce qu'il donne un peu une définition différente suivant qui lui pose la question, mais celle-là c'est une qui donne un autre podcast, et la voici. Et du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposé Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Donc là, c'est une définition un peu plus discutable, mais plus tangible pour discuter d'effondrement aujourd'hui.
Voilà, c'est l'une des définitions qu'il donne, c'est grosso modo, on peut plus se soigner, il n'y a plus d'énergie, voilà. Mais elle est intéressante parce qu'elle a d'emblée une orientation économique, c'est une formulation économique, de sciences économiques, et ça fait signe vers le fait que la collapsologie ne désigne pas seulement une réflexion sur le climat, sur les potentielles catastrophes, mais en fait elle porte sur les conséquences sociales, socio-économiques, politiques que ça aurait. Oui, parce que le point de départ, c'est ce qu'on n'a pas précisé, c'est Servine qui compile, qui fait un espèce de petit écureuil qui compile toutes les petites noisettes qui disent que le climat va s'effondrer, donc tantôt sur la biodiversité, tantôt sur le pétrole, tantôt sur machin, et qui compile de façon un peu obsessionnelle tous ces trucs-là et qui dit qu'il les réunit. Mais on a plus l'impression qu'il passe d'une conclusion à l'autre. Alors Laure, tu auras peut-être des choses à nous dire dessus, plus sur la façon dont il définit sur les façons dont il définit la collapsologie et l'effondrement. Donc là, ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est d'entrer dans la matière qui a été produite par Servine et Stevens. En l'occurrence, là, ils sont deux, dans leur livre « Comment tout peut s'effondrer », qui date de 2015, du coup. La manière dont le montage est fait pour présenter la notion d'effondrement. Alors... Ouais, et aussi pour nous faire voir en quoi il est systémique, cet effondrement. Oui, alors, justement, du coup, comment ça se monte dans cet ouvrage, sachant que j'utilise cet ouvrage comme référence parce qu'il fait référence dans les milieux de collapsologues. Alors, comment ça se passe du coup ? Donc, comment tout peut s'effondrer ? L'argumentation présente et défend la nécessité de parler d'effondrement, c'est-à-dire de considérer comme acquise l'idée d'un naufrage imminent et inévitable de la structure mondialisée de ce qu'on appelle notre civilisation moderne, ce qui est assez vague finalement, mais c'est un peu... ce qui est visé, quoi. Ça serait nous, les modernes, qui sommes rentrés dans quelque chose une civilisation très technique et très complexe. Et donc, tout le but du début de l'ouvrage, donc les 2/3 de l'ouvrage, sont consacrés à nous faire admettre qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la fin de cette organisation sociale et de tout ce qui va autour comme organisation de manière technologique, économique, etc. Donc tout un tas de structures qui sont censées s'effondrer de manière nécessaire. Donc alors comment ça se présente ? Alors je tiens à faire attention aux nuances parce que en fait l'introduction est très intéressante dans le sens où les problèmes écologiques sont présentés comme menant à l'aggravation des inégalités sociales. Donc soit dans un pays donné, soit dans le cadre des relations nord-sud. Donc ça veut dire qu'on a l'impression au début quand on lit l'ouvrage de Stevens et Servine que finalement il y a une très forte conscience des implications politiques en fait. Et ça c'est le début de l'introduction. Sauf qu'en fait ce qui se passe après c'est extrêmement différent et toute cette pensée qui pourrait amener à une pensée plus politique est laissée de côté. Donc en fait après cette petite introduction, après avoir dit que la collapsologie, normalement le but de ce mouvement-là c'était de rassembler tout un tas de disciplines universitaires pour travailler ensemble sur un possible effondrement, donc un but scientifique en fait qui est présenté comme étant le but principal de l'ouvrage, hein, c'est donc de montrer qu'il y a un grand agencement entre diverses disciplines universitaires qui pourraient en fait travailler ensemble et qu'il le faudrait pour justement qu'on puisse réfléchir à autre chose que ce qui est en train de se casser la gueule actuellement pour eux. Donc volonté de présenter ça comme la collapsologie comme étant une discipline scientifique qui va agréger toutes les disciplines scientifiques pour faire de l'interdisciplinarité. Donc ensuite ce qui se passe pour montrer que c'est interdisciplinaire et qu'on va s'effondrer, il rentre dans le vif du sujet en disant qu'il faut établir la notion d'effondrement comme quelque chose de systémique et d'inéluctable. Donc à la fois ça va toucher la globalité de la vie sur Terre et inéluctable parce que c'est quelque chose qui est entre guillemets scientifiquement prouvé si vous voulez. Donc il fait la liste de tous les caps dépassés, en dépassement, bientôt dépassés, dont le premier et donc le plus important sur lequel on a le plus communiqué ces 20 dernières années probablement c'est celui du pic pétrolier. Donc pour eux, les deux auteurs, il ne faut plus compter sur le pétrole.
Donc il y a toute une argumentation où on montre que voilà, il y a un épuisement du pétrole, il y a aussi un épuisement des minerais. Une fois que le pic énergétique est atteint, on risque des guerres. Et puis plus on se casse le cul en fait à extraire des trucs difficiles à extraire dans le sous-sol, plus ça nous coûte en pétrole, donc en fait le système se mord la queue, donc exit le pétrole. Ensuite il passe au système financier qui dit le système financier repose sur une économie qui carbure au pétrole, donc si on reste sur le pétrole comme on le fait, on va de moins en moins en avoir pour de plus en plus cher, donc le système financier boum va se péter la gueule, donc ça c'est l'enchaînement qui nous amène vers l'idée d'effondrement. Ensuite, il ramène sur la table le problème du réchauffement climatique avec son lot de misères et de catastrophes qui vont devoir s'enchaîner. Ensuite, il parle de la perte de la biodiversité. Et puis, il fait un peu une liste très rapide en quelques pages, je crois 2 pages, de tous les autres problèmes écologiques qui sont listés comme des caps. Et après, une fois que ces caps sont dépassés, malheureusement, ça risque de nous compliquer beaucoup la vie. Et ensuite, il passe à la notion de catastrophe, parce qu'il faut quand même qu'il définisse ce que c'est qu'une catastrophe, puisqu'a priori, l'effondrement, c'est censé être une catastrophe. Et pour pouvoir établir cette notion de catastrophe, il utilise des exemples qui sont tirés de l'écologie, donc l'écologie des milieux, donc il parle d'écosystèmes, en fait, l'écologie à la base c'est la science des écosystèmes, et donc il dit une catastrophe, en termes écosystémiques, c'est un changement d'état brutal, rapide et difficilement réversible. En gros, il montre qu'une catastrophe, ça se présente comme ça, c'est on appuie très fort sur un interrupteur et au moment où ça lâche, on ne sait pas quand, y a une bascule qui se fait et le changement d'état pour aller vers le retour vers l'état avant n'est plus possible. Donc ça, c'est ce qu'il envisage comme étant une catastrophe. Et donc on voit ici, notez bien qu'il y a déjà une analogie très forte avec la biologie, qui est donc sa discipline, la discipline en tout cas de Servigne, dont il vient. Et en fait, cette analogie avec c'est quelqu'un qui étudiait les fourmis. Voilà. C'était son domaine d'étude. Ouais. Et donc il fait une analogie avec la biologie, et c'est une caractéristique qui est vraiment typique du travail de Servigne, Chapelle et Stevin, ce saut du biologique au sociopolitique, c'est-à-dire que ce saut, il n'a pas toujours dans leur discours une valeur de comparaison, il peut complètement fonder les affirmations des auteurs, ce qui est assez contestable parfois et assez dangereux, parce qu'on ne sait pas pourquoi ce saut entre le biologique et le sociopolitique il est fait, quoi. Ce qui fait qu'ils utilisent très souvent des métaphores ou des analogies avec la biologie, tout en montrant pas qu'en fait quelque part c'est un manque de rigueur et il manque un peu de culture en termes de sciences humaines, mais ça c'est un thème dont on parlera peut-être plus tard. Du coup ensuite, avec cette histoire de catastrophe, une fois qu'il a dit oh là là, on est en train de passer des caps, si vous voulez, le chemin mental que nous on pourrait faire en lisant, ce serait mais en fait on peut encore changer, on peut ne pas appuyer à fond sur l'interrupteur et basculer et changer d'état et se retrouver dans la merde. Et ensuite il passe à la notion de lock-in, donc traduction de lock-in en français c'est verrouillage. Il parle de lock-in de notre société, c'est le fait qu'on soit verrouillé, qu'on serait attaché. En fait, on a déployé notre société sur le pétrole, ce qui fait que, comme on a tout construit nos infrastructures sur le principe même qu'on avait à disposition du pétrole, on a une énorme inertie dans notre système autour de cette question du pétrole, et comme ça s'épuise, le temps qu'on change d'avis sur le pétrole, ce sera déjà foutu. En fait, le système a une trop grosse inertie, donc existe la possibilité de changer, ce qui fait que si on s'approche du seuil à ne pas dépasser, si on veut éviter qu'une catastrophe arrive, de toute façon le lock-in il fait qu'on n'arrivera pas à dépasser l'évitement de ce seuil. Donc là pour lui on est déjà en train de se rapprocher dans l'idée que la catastrophe est nécessaire, parce qu'il a posé que c'était une catastrophe, qu'il y avait un caractère irréversible et que le lock-in empêchait qu'on n'aille pas dans la catastrophe. Donc vous voyez, toute l'argumentation elle se resserre à ce moment-là. Et ensuite il utilise une référence qui est un peu sulfureuse, on va dire, qui est celle de Joseph Steinter, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Collapse of Complex Societies, donc l'effondrement des sociétés complexes. Et dans ce bouquin,
Tainter, il affirme que, je vais vous le citer, ce sera plus simple, les sociétés humaines et les organisations politiques, comme tous les systèmes vivants, vous voyez, il y a encore l'analogie avec la biologie qui est déjà chez Tainter en fait, les sociétés humaines et les organisations politiques, comme tous les systèmes vivants, sont maintenues par un flux continu d'énergie. Au fur et à mesure que les sociétés augmentent en complexité, sont créés plus de réseaux entre les individus, plus de contrôle hiérarchique pour les réguler et une plus grande quantité d'informations est traitée. Il y a un besoin croissant de prendre en charge des spécialistes qui ne sont pas impliqués directement dans la production de ressources, et ainsi de suite. Toute cette complexité dépend des flux d'énergie à une échelle infiniment plus grande que celle qui caractérise les petits groupes de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs autosuffisants. La conséquence est que, tandis qu'une société évolue vers une plus grande complexité, les charges prélevées sur chaque individu augmentent également, si bien que la population dans son ensemble doit allouer des parts croissantes de son budget énergétique au soutien des institutions organisationnelles. C'est-à-dire, je vais vous le traduire, pas compliqué, en fait les sociétés qui se complexifient seraient vouées à s'effondrer à cause du fait qu'elles sont complexes. Parce qu'elles ont une trop grosse inertie, que la complexité fait qu'il y a une sorte de délire physique qui fait qu'elles s'entraînent vers trop de complexité, ça leur demande trop d'énergie de se maintenir, ce qui fait que toutes les structures qui sont créées, qui sont très fines parce qu'elles sont très complexes, si elles prennent le moindre pet dedans, c'est tout le système qui ensuite s'enraye, quoi. Donc ça, c'est la théorie de Tainter. Il faut savoir que la théorie de Tainter, lui-même dit, et les auteurs par ailleurs, Stevens, Chappell et Servine reconnaissent qu'on ne peut pas en faire des généralisations parce qu'elles ne sont non seulement pas accréditées par la communauté scientifique, mais en plus ce sont des projections qui sont pas admissibles à faire. En fait, si vous voulez, il fait une étude des sociétés antérieures et Tainter, et il dit de toute façon on ne peut pas s'en servir comme un outil de prospection pour le futur. Donc lui-même le reconnaît, les auteurs le savent, et ils le citent, mais ils s'en servent pour en fait condamner leur argumentation à se refermer à ce moment-là. Parce que ça veut dire que en s'appuyant sur Tainter, les auteurs ils décrivent notre société comme étant donc excessivement complexe et donc vulnérable, et on serait si interdépendant que la moindre poussière dans la machine mettrait notre système par terre. Et en fait, ça serait une loi de la nature, si vous voulez. Pour Tainter, si on suit ce qu'il propose comme thèse, il y a une loi de la nature qui est que complexité égale effondrement à un certain moment. Ce qui fait que tout ce qui était monté au début, si vous voyez, rappelez-vous cette histoire de Cap, ensuite l'histoire du lock-in, tout ça, ça pouvait laisser encore des petits espoirs. En fait, non, parce qu'on s'appuie sur Tainter qui dit que de toute façon, c'est presque une loi physique que la complexité amène à l'effondrement. Et à partir de là, la notion d'effondrement est actée comme quelque chose qui va arriver. Je fais une petite parenthèse parce que là, tu as dit un truc qui est important parce que ça revient toujours chez Servigne, ce côté de dire ah non mais un truc c'est pas scientifique, on n'est pas sûr, et pourtant de l'utiliser comme une base argumentative, le fait d'avoir les sociétés complexes qui s'effondrent automatiquement et le fait de devoir avoir des petites communautés résilientes avec permaculture et tout ça, c'est le gros de son argumentaire. Donc il dit en début de chapitre, oui, mais non, on peut pas s'y fier, attention. Et après, il s'en sert tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait très très régulièrement. Également sur ça fait au moins 15 fois que je te demande le nom des courbes, des mecs qui ont fait les courbes dans le MIT. J'ai toujours oublié le nom. Les Meadows. Voilà. Il dit texto que oui, c'est que des courbes, c'est incomplet, on peut pacifier. Petit résumé, hein, c'est une expérience qui a été faite dans les années 70 par le MIT qui dit que grosso modo, quoi qu'on fasse, tout va s'effondrer. Ils changent les paramètres, on est plus écolo, machin, et tout s'effondre, machin. Et il se sert il se sert de cet exemple pour montrer l'inéluctabilité de l'effondrement. Mais en même temps, il dit que c'est incomplet, qu'on peut pas se fier aux courbes, machin, et il s'en sert quand même. Et il fait ça tout le temps. Donc ça le rend particulièrement difficile à appréhender, parce que d'un côté il se dédouane en disant faut sourcer, c'est la science et machin, et de l'autre côté il fait n'importe quoi. Donc c'est particulier quand même. Oui, en fait, il a une grosse culture scientifique dont il se sert en fait pendant les 2/3 de son ouvrage. Il au pluriel, par ailleurs, ils sont 2 ou 3 en fonction des ouvrages. Ils s'en servent vraiment au début pour bien appuyer leurs propos et montrer que de toute façon,
l'effondrement c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé si vous voulez, un peu dans l'idée. Et ensuite aux 2 tiers, je vais même vous le citer, c'est plus simple. Notre ignorance n'est donc pas une question d'accumulation de connaissances scientifiques, elle est consubstantielle à la nature même des systèmes complexes. Autrement dit, en temps d'incertitude, c'est l'intuition qui compte. Donc là, vous tombez sur son propre passe-droit, si vous voulez, qui est que on a compris que finalement la collapsologie ne pourrait pas être une science qui serait interdisciplinaire, puisque les systèmes sont trop complexes. À la fois, il y a une urgence parce que il y a cette idée qu'on n'a plus le temps de faire de la science parce que de toute façon on va tous mourir très vite, et en même temps c'est tellement complexe que de toute façon chercher à tout savoir est impossible, donc il faut se fier à l'intuition. Et là, dès que la porte intuition est ouverte, je ne vous dis pas le nombre de pieds qu'il y a dans cette porte, mais on peut faire passer des mammouths, quoi. Ce qui fait que en fait ça justifie complètement après les sauts hors scientificité. Ça veut dire que ensuite tout ce qu'ils ramassent qui leur semble intéressant vont pouvoir rentrer dans le domaine de ça me semble pas mal, quoi, qui colle avec l'idée d'intuition. Ouais. Et en tout cas cette affaire cette référence à Tainter, je connais pas du tout moi, mais elle a l'air vraiment centrale, puisque si je comprends bien, grâce à cette référence, il l'utilise pour établir en fait un point central de son argumentation, c'est que plus de complexité, donc plus on a de systématicité dans une organisation humaine, et moins elle est résiliente. C'est-à-dire la résilience est définie par la difficulté d'un système à absorber des chocs, donc à garder ses propriétés sous des changements et des contraintes extérieures ou intérieures d'ailleurs. C'est assez central, puisqu'en effet ça va commander l'évaluation qu'il fait des institutions et des systèmes socio-économiques actuels. Oui, voilà, en fait c'est vrai que la référence à Tainter fait que ça joue complètement en défaveur de l'organisation actuelle qu'on a, c'est-à-dire que étant donné que c'est trop complexe et que à cause de ça va s'effondrer, il faut resimplifier. Ce qui fait qu'en effet, on se dirige vers ce qu'ils ne disent pas par ailleurs et qu'ils n'encouragent pas spécialement dans ce premier livre, mais qui est en effet la formation de petites communautés. Ça, on le trouve plutôt dans leur deuxième ouvrage, Une autre fin des mondes est possible. Là, c'est à ce moment-là où ils vont justement chercher à dire qu'est-ce qu'on est censé faire. Et en fait, s'ils s'appuient sur Tainter, sur cette référence-là, en effet, l'idée, c'est de décomplexifier, quoi. Ouais, je comprends bien. Alors que pourtant, il y a quand même un exemple sous nos yeux gigantesque qui invalide cette théorie, c'est le capitalisme, qui coup sur coup se complexifie et gagne en puissance et vise à faire complètement éclater les travailleurs, a fait complètement éclater les travailleurs de façon à ce qu'ils deviennent complètement inoffensifs. Donc on a un contre-exemple du système le plus résilient de l'histoire de l'humanité, qui est aussi le système le plus complexe, un des systèmes les plus complexes qu'on ait, et qui a pour arme précisément de faire éclater les choses. Donc, ça illustre bien son côté. Il a quelques points aveugles quand même dans son analyse des choses. Et par ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la thèse de Jean Chamel, il y a un passage où l'auteur dit que les collapsologues, alors là il fait référence à des entretiens qu'il a menés individuellement avec différentes personnes, et dit, la référence à Tainter elle revient assez souvent, et les gens savent que en fait Tainter n'est pas spécifiquement scientifiquement acceptable, mais ils espèrent que finalement un jour ces thèses vont être validées pour que on ait une clé de lecture en fait de comment fonctionne le monde de manière globale, quoi. Ça serait quelque chose de rassurant. Donc l'idée de tout simplifier par une théorie, ça séduit beaucoup, parce qu'en fait la complexité intellectuellement elle est aussi difficile à atteindre par certains côtés, quoi. Si on entame une transition rapide, énergie renouvelable, tout ce que vous voulez, même pas, sobriété, efficacité, un super truc, on va provoquer un effondrement financier, économique. Donc les bourses vont chuter, dévisser, et puis il y aura des ruptures d'approvisionnement, il y aura des plans massifs, je sais pas, l'économie serait complètement perturbée. C'est ça le truc. Si on fait rien, continue sur notre trajectoire, on va se prendre des chocs dans la figure involontaires.
très graves qui vont déstabiliser nos sociétés. Et si on entame un virage très serré de transition, c'est-à-dire d'anticipation des chocs, on va déstabiliser complètement notre société. Donc voilà, donc là on a vraiment texto Pablo Servigne qui met strictement à égalité des changements sociaux, des changements politiques et des changements écologiques. Donc quel problème ça pose ça ? Ouais, moi à la rigueur j'ai pas de problème avec l'idée d'un collapse global, si tu veux. La gêne que j'ai en lisant Servigne et en l'écoutant, c'est l'absence de clarté dans l'articulation de toutes ces approches. Grosso modo, les deux grosses approches, sciences naturelles, sciences sociales. Et parce que j'ai pas de problème à ce qu'on articule les deux, ça, ou même qu'on passe de l'un à l'autre, à condition qu'on l'explicite, tu vois. Et là, ce qui me dérange, c'est ça. Et je crois notamment que ça fait rater à la collapsologie deux choses, en fait. À la fois, ça les empêche de rester en restant focalisé sur l'approche sciences naturelles, sciences de l'ingénieur, écologie ou sciences du climat. Ça les empêche de rentrer, ou ils refusent peut-être méthodologiquement, d'entrer dans la boîte noire du social. Autrement dit, que les sciences sociales, l'histoire, la sociologie, la géographie, etc., l'économie, analysent de manière très fine en montrant les différentes causalités, les différents rapports de force, même parfois pour la sociologie ou l'histoire. Dans les principaux textes de la collapsologie, bon, ça apparaît comme finalement des choses assez négligeables. On peut se permettre de placer la focale ou de dézoomer, de placer la focale très haut, puisque au fond, la société ou les sociétés ne sont rien d'autre que des machines dans lesquelles tu fais rentrer des flux de matières premières et de l'énergie, et ça te ressort de la consommation, des externalités négatives de la pollution, et puis à l'intérieur, bon, il y a des flux de matière qui s'organisent en circuit. Mais ce qui se passe concrètement à l'intérieur de cette boîte noire, hein, c'est assez négligeable en fait. Alors que moi, ça me semble fondamental. Ça me semble à la fois fondamental pour comprendre pourquoi il y aurait collapse, comment il y aurait collapse, est-ce que c'est inéluctable, est-ce qu'on a une pente historique qui est due à l'anthropologie, c'est-à-dire à la nature même de l'homme qui nous conduit à cet effondrement, ou est-ce qu'au contraire on a affaire à un certain nombre d'institutions contingentes dans l'histoire qui nous conduisent à cet effondrement. Et donc la pente vers l'effondrement est en fait une pente contingente et pour tout dire évitable. Et donc du coup, ça cette absence de prise en compte de la matérialité du social, de l'épaisseur du social, et ben, nous empêche à la fois de poser un diagnostic plus précis sur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer et quelles en sont les causes. Et puis également, ça les empêche, ça on pourra en parler un peu plus dans la question de l'analyse politique, ça les empêche d'avoir une stratégie réaliste et pas naïve sur ce qui va se passer pendant l'effondrement. Donc pour être plus précis et pour le dire dans les termes de Servigne, mais là on les a déjà présentés, c'est cette question de verrou, de lock-in, verrou sociotechnique. En fait, on pourrait résumer ce que je viens de dire dans les termes de Servigne en disant que si on faisait un petit peu plus de sciences sociales, si la collapsologie intégrait davantage les sciences sociales dans son approche, elle verrait que ce qu'il appelle donc verrou sociotechnique, dans le bouquin Comment tout peut s'effondrer, ou lock-in sociotechnique, ne sont pas en fait des verrous incraquables. La société n'est pas un système entièrement verrouillé, et l'histoire peut nous montrer comment les choses ont pris des embranchements différents, comment des institutions sont nées de manière différente, et pour tout dire, donc l'effondrement pourrait être vu non plus comme quelque chose d'inéluctable, mais comme quelque chose sur lequel on peut peser, c'est-à-dire on peut faire en sorte que ça n'arrive pas, tout simplement, à condition de prendre le zoom suffisant. Oui, mais c'est il y a Albert Jacquard qui avait une citation sur la nature que j'ai complètement oublié, mais grosso modo il disait que la différence entre l'homme et la nature, c'est que un chat peut pas être autre chose qu'un chat. Il peut pas être décidé d'être un chien, et un être humain décide grosso modo de ce qu'il est.
Et ce qui est intéressant dans la vision de Servigne, c'est que c'est vraiment comme si on était des petites fourmis qui subissions tout ce qui nous arrive et que, enfin, oui, voilà, l'économie fonctionnerait comme un corps humain empoisonné. Enfin, il y a aucune spécificité sociale qui est donnée. Ce qui pose aussi un autre problème, c'est que ils se rendent pas compte que si vraiment il y a effondrement, il va y avoir des gens qui vont lutter et puis qui vont peut-être pas laisser les petites fermes résilientes se monter, quoi. Mais ça, il veut pas le voir. C'est spectaculaire. Enfin, les collapsologues ne veulent pas voir ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, enfin, pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est un peu le négatif d'une idéologie qui a quand même traîné beaucoup dans l'écologie. Un peu l'idéologie de y a qu'à faire, quoi. Ah, si on s'y met tous à acheter bio, acheter des machins, ça va changer. Justement, sans se rendre compte que le social, c'est pas un système naturel qui évolue, machin, mais qu'il va y avoir des gens qui vont lutter. Si on se met tous à acheter bio, il va y avoir les supermarchés qui vont lutter contre ça, qui vont faire du bio à eux. Et que il y a d'abord eu cette espèce d'approche naïve que oui, tout va changer, qui s'est transformée en l'exact inverse de ah bah oui, rien va changer, rien n'est possible. Et pour moi, c'est vraiment le miroir, quoi. On a essayé un petit moment de faire du boycott, faire de l'achat individuel, machin. Ça marche pas, alors rien peut marcher. Et à aucun moment on se posait la question, attends, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne méthode. Peut-être que si on avait encore des syndicats ou des partis politiques, ça marcherait mieux. Et ça, il n'aime pas ça, la politique. Hein. Servigne, il n'aime pas ça du tout. Mais tu vois, ça vient du fait... Peut-être, là, pour le coup, ça vient peut-être moins du fait que son approche, en général, se réduit, ou disons, est constituée essentiellement par une approche en termes de sciences naturelles. Ça vient peut-être plutôt du fait que l'approche de sciences sociales qu'il privilégie, c'est la psychologie. Psychologie qui est, grosso modo, on pourrait même parler plutôt de psychologisation des rapports sociaux, tu vois, en disant que, en fait, dans son récit ou dans sa description du social lui-même, vraiment de l'organisation socio-économique ou sociale en règle générale, tu vois, on peut dire que l'espace social, il est conçu comme un ensemble non segmenté d'individus, de psychologie individuelle. Autrement dit, il n'y a pas des segments, au sens où il n'y a pas des groupes sociaux qui ont des modes de vie communs, des structures communes de vie qui s'opposent, ou en tout cas qui se distinguent, qui les regroupent et qui les distinguent d'autres groupes. Tu vois, c'est ça qui me semble vraiment être une grosse lacune. Et donc du coup, ça nous empêche de penser, ou plutôt, ça nous conduit à penser les individus comme ayant des rapports non médiés par des institutions. Autrement dit, on a des individus qui débarquent dans un monde sans histoire, sans structure sociale, et donc il s'agit pour la collapsologie de prévoir ce qu'ils vont faire, et de prévoir ce qu'ils vont faire en cas d'effondrement, sur la simple base de l'analyse de leur matériel cognitif, si tu veux, même de leur matériel émotionnel. Et donc on essaye de prévoir à partir de ça, est-ce qu'ils vont s'entraider, est-ce qu'au contraire est-ce que ça va favoriser des comportements égoïstes, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas ça la vie sociale. La vie sociale, c'est un ensemble, tu vois, de mœurs, de traditions, de droits, de systèmes juridiques, mais ici elles sont vues comme des données négligeables. Mais faut écouter un certain Vincent Mignereau de l'association Adrastia, dont fait partie Pablo Servigne, et c'est exactement ça, mais il le dit tout ça texto, c'est flippant, hein. Comme quoi, grosso modo, il n'y a pas de société, les sociétés ne sont que la résultante de l'environnement, voilà, c'est à un moment donné on trouve du pétrole, ah chouette, on devient une société capitaliste, ah mais il n'y a plus de pétrole, oh zut, on va devenir une autre société, et avec le côté, la psyché étant l'avantage évolutif humain, grosso modo, c'est vraiment ce niveau-là, quoi, c'est les guépards courent vite, c'est leur avantage évolutif. Les êtres humains ont une psychologie, c'est leur avantage évolutif. Donc on se focalise que sur ça. Donc c'est là où le pont se fait entre l'ultranaturalisation, la psychologisation et la négation du social. Il y a vraiment, c'est l'environnement qui bousille la psychologie des êtres humains, qui leur fait faire des trucs.
c'est un peu vexant pour tout. Enfin, je trouve ça très, très thatchérien comme vision du monde, quoi. Il n'y a pas de société, c'est très macroniste aussi. Et il est très possible que, en fait, ce manque de considération du social, ça soit le résultat du fait que, comme ils pensent l'effondrement et que ça passe par l'effondrement de la structure étatique et de toute l'organisation, ils font partir leur réflexion sur la base que, en fait, il n'y a plus rien. Et c'est peut-être ça qui crée cette volonté de s'intéresser à la psychologie, puisque de toute façon, il n'y aura même plus de social à étudier, puisque tout se sera effondré. Bah, c'est surtout que ça marche plus du tout leur truc, sinon. C'est là que la condition, toute la théorie des structures complexes, c'est la condition sine qua non pour que leur petite utopie soit crédible. C'est-à-dire, on imagine que, ah bah oui, Amazon et Google vont disparaître parce que c'est super complexe, que les États vont disparaître, ah bah du coup, ils vont être tranquilles. Mais c'est un gros si, quoi. C'est un si monumental. Bon, s'ils veulent y croire, tant mieux, hein, mais il y a des gens qui vont déchanter, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on s'imagine que ça va être un grand reset, et donc que, alors même qu'ils le conçoivent la plupart du temps, l'effondrement comme quelque chose d'assez progressif, et non pas immédiat du jour au lendemain, t'as l'impression que, malgré tout, dans leur tête, du jour au lendemain, on va tout recommencer à zéro, on va repartir d'une société qu'on va construire à partir de ces briques élémentaires, là, les individus, avec leur équipement psychologique, cognitif et émotionnel, et on va les mettre dans le monde collapsé, et on va voir ce que ça donne. Et donc, comme on a une petite littérature en psychologie expérimentale et en psychologie sociale, on essaye de prévoir à peu près ce qui va se passer à partir de ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, en fait, admettons même, basons-nous sur leur prémisse qu'il va y avoir un effondrement, qu'il y a un effondrement, mais rien n'indique que toutes les structures vont s'effondrer d'un seul coup, les structures au sens des structures, y compris des structures de pouvoir, qu'elles vont s'effondrer comme ça du jour au lendemain, et surtout, j'ai envie de dire, il y a un argument supplémentaire, c'est que la dernière structure sociale à s'effondrer, ce sera celle du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autrement dit, la question c'est pas, alors mettons, ça collapse dans la société française, ça commence, le foyer c'est la société française, la question c'est pas, voici 60 millions d'individus, que vont-ils faire le jour de l'effondrement? Mais plutôt, en fait, celle qu'il faut se poser réellement, avec l'aide de la sociologie ou de l'histoire, c'est voici un espace segmenté, avec des classes sociales, des individus qui sont issus de groupes sociaux différents, qui ont des accès différenciés aux postes de direction des chaînes de commandement politique, économique et militaire, et qui disposent des moyens matériels et culturels d'imposer, de transmettre leur volonté au reste du monde. Et jusqu'au bout, ce seront ces individus ou ces classes sociales, les dominants, les puissants, appelez-les comme vous voulez, qui feront leur possible pour utiliser tous leurs leviers et leurs instruments de domination dont ils jouissaient dans l'ancien monde pour assurer la transition, à leur avantage. Et donc, il est fort peu probable d'imaginer un effondrement qui toucherait en premier lieu les centres de pouvoir. Mais c'est bizarre parce qu'il cite Mad Max comme exemple, et si tu vas voir Mad Max Fury Road, le mec qui contrôle les munitions, le mec qui contrôle l'essence et le mec qui contrôle l'eau, bah ils ont un pouvoir absolu sur tout le monde. Donc même dans ses références, c'est dit, et pourtant non, il peut pas, quoi. Il peut pas intégrer ça, c'est fou. Non, mais là, disons qu'on approche du problème qui nous intéresse, là, la question politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette affaire, ou qu'est-ce que la théorie de l'effondrement et la collapsologie, plus exactement, nous empêche de penser politiquement. Et là, je crois qu'il y a un gros point d'aveugle, et on voit qu'à travers ces deux lacunes descriptive, donc cette lacune en termes de préférence pour l'approche science naturelle, mais aussi cette lacune en termes de préférence pour l'approche psychologisante, on voit que du coup on rate la dimension politique de ces questions, et le fait que en fait il faut poser la question de l'effondrement, non pas en termes d'un reset, d'un reboot, tu vois, mais en termes de quel effet ça va avoir sur les structures
de pouvoir qui seront certes en déliquescence, mais qui, elles, ont une certaine résilience. Ça va pas s'effondrer d'un coup. Et donc, moi, je peux pas m'empêcher de poser la question en termes politiques, en termes de rapport de domination et de rapport de force, surtout. Mais je propose d'écouter, parce que, comment dire, quand Servigne se dédoie en disant que c'est un truc inéluctable, l'effondrement, quelque part, on peut pas lui en vouloir d'espérer que ça soit bien. Mais là où c'est gênant, on va écouter un petit extrait, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il attend cet effondrement et qu'il en rêve. Et du coup, ça pose vraiment la question de est-ce que c'est un bon projet, quoi. Petit extrait. Moi, je parle jamais de solutions. Les solutions du film demain, est-ce que ça sert à éviter l'effondrement ou est-ce que ça sert à l'accélérer? Parce qu'on réfléchit, si tout le monde se met à faire des éoliennes, enfin voilà, tout ça, finalement, ça va précipiter les choses. Donc il en a bien conscience. Et bon, là c'est un petit extrait, il parle du film Demain de Cyril Dion. Et quand on l'écoute, il y a quand même ce mythe que l'être humain en abondance est un salopard et que l'être humain en état de crise ou de pénurie développe tout un trésor d'altruisme. Alors tu pourras peut-être nous parler d'un autre de ces bouquins, L'autre loi de la nature, là-dessus. Et du coup, tu as vraiment ce sentiment que vite que nous soyons bien dans la merde, parce que comme ça, on aura le meilleur être humain possible. Enfin, est-ce que c'est déformer ses propos que de dire ça? Alors le titre exact, c'est L'entraide, l'autre loi de la jungle, donc Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Dans ce bouquin-là, c'est toute une réflexion. Alors le point de départ, c'est une réflexion d'épistémologie. Hein. Il dit en fait, on a eu une vision du règne animal et humain, si vous voulez, qui était extrêmement... le darwinisme de l'enfer, avec une compétition acharnée, etc., qui a donné ce modèle libéral, si vous voulez, et parce qu'on aurait eu un manque d'une autre lecture, d'un autre modèle qu'on a en biologie, qui est celui de l'entraide. Et donc lui, il a étudié, enfin eux deux ont étudié le modèle biologique de l'entraide et pas celui de la compétition. Justement, il y a une opposition entre entraide et compétition. Alors dans ce bouquin-là, ils sont extrêmement... ils prennent beaucoup de précautions. Et ils essayent d'être précis. C'est un bouquin qui est relativement intéressant, hein, parce que justement, on a l'impression qu'il a ce recul de critique épistémologique à propos de lui-même, à propos d'eux-mêmes, puisqu'ils sont deux. Mais du coup, ce qui fait qu'ils se rendent bien compte que la question de l'entraide, c'est pas juste on a mal lu et tout le monde va s'entraider, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une alternance entre entraide et compétition, et ce qu'ils remarquent, c'est que justement dans les situations potentiellement d'urgence, grâce à la psychologie des masses, etc., il y a encore sociaux entre biologique et sociopolitique, qui est un virage un peu forcé, qui est... faudrait vraiment faire une lecture précise, mais le virage est un peu compliqué, quoi. Moi, ça m'a fait un peu grincer des dents parce que je trouvais ça assez imprécis. Justement, la question des sciences humaines chez Servigne et Chapelle, elle est vraiment secouée comme une grosse couette, et puis pourquoi pas, quoi. En fait, justement, voilà, ils font encore un abus de référence à la psychologie pour appuyer toute leur analyse, et ils disent en fait ce qu'on voit, c'est que dans les situations d'urgence, les gens sont beaucoup plus prompts à s'entraider, etc. Il y a une sorte de sympathie, sauf que il faut mettre en place des systèmes pour que ça se pérennise, parce que finalement, une fois que la crise est passée, eh ben, on est reparti pour un tour, quoi. Donc finalement, ils font un remontage de toutes les conditions qu'il faut pour encourager les gens à se comporter de manière altruiste. En gros, il faut faire des déductions fiscales, quoi, finalement. Moi, j'avais envie de conclure ça. Bah, les gars, vous avez remonté le système qui s'est effondré, super, on est reparti pour la déduction fiscale. Voilà, donc au final, ce bouquin-là, il a des points de départ intéressants, et les points d'arrivée sont parfois un peu tout ça pour conclure qu'en effet c'est compliqué, et il y a un entremêlement entre les deux. L'entraide, ça dure pas très longtemps, c'est vraiment quand on est un peu stressé. Oui, c'est ce qu'il dit en citant les expériences de psychosocial. C'est bon, les gens sont plutôt en entraide, mais plus tu les presses, plus ils sont en entraide. En fait, il veut un état de guerre permanent. Là, on sera
tous copains. Mais en guerre contre qui, du coup? C'est un peu le point aveugle, c'est que s'il faut stresser en permanence, être dans la pénurie, est-ce qu'il n'est pas en train de réinventer l'ennemi commun en rêvant que ça soit le climat, comme ça ne sera pas un étranger? Il le fait complètement, en fait. Si tu veux, il y a des passages entiers là dans Une autre fin du monde est possible. Et, il part vraiment du modèle, de l'idée que, en fait, il faudrait considérer que comme en temps de guerre, on arrive à obtenir des efforts formidables de la société, en fait, il faudrait qu'on instaure un état de guerre et que tout le monde soit ultra mobilisé par un mot d'ordre commun. Et il va même jusqu'à contredire l'idée que l'effondrement est voué à arriver. Il dit, en fait, si on s'y met tous, on n'a aucune raison de penser que finalement, tout va bien s'arranger, il faut juste mettre un gros coup en étant super dirigiste, quoi. Donc il arrive à dire tout et n'importe quoi en fait dans les mêmes bouquins, c'est-à-dire à la fois à promouvoir des petites structures et une organisation extrêmement serrée qui serait mobilisatrice et presque... j'avais presque l'impression qu'il essayait d'entrer dans un mythe guerrier de l'effort, de la dévotion, et en fait il veut recréer, on bascule vers l'idée de la psychologie et de la religion, mais il y a l'idée que finalement ce qui va motiver les troupes c'est un bon coup de manipulation psychologique, quoi. Ouais. Et cette analogie avec la situation de guerre comme capable de motiver les individus et de mettre en branle toute une société, c'est pour éviter l'effondrement ou c'est pour la situation post-effondrement? Eh ben, il y a un peu des deux. Il y a les deux. Il y a à la fois l'idée d'éviter, ça c'est un petit passage. Donc là c'est contradictoire avec c'est ça devient une contradiction. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Et en même temps, cette histoire de guerre, c'est un truc qui revient de manière récurrente dans la littérature écologiste. On trouve ça chez Mike Davis par exemple. Il y a aussi Rob Hopkins qui, dans son manuel des villes en transition, fait référence à ça et dit en fait il y a eu un moment où on s'est remis à cultiver en local parce qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, des problèmes structurels. Dans des moments de guerre, on avait des fortes mobilisations et on arrivait à obtenir des gens qui s'organisent différemment. Ce qui fait que en fait ça leur donne des modèles sur lesquels ils s'appuient pour construire un après. Si vous voulez, en fait, s'il y a un trou noir au moment de l'effondrement, c'est parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué à modéliser, donc c'est pas intéressant d'y regarder, les modèles sont pas assez fiables, on va se tuer à la tâche. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est imaginer la suite. Ce qui fait que l'idée de reprendre le paradigme du en temps de guerre, c'est se proposer une sorte d'imaginaire fantasmé de comment ça pourrait être, avec une pression importante, un manque en approvisionnement, comment est-ce qu'on ferait. Et du coup, c'est là qu'ils mobilisent des références historiques, de manière très superficielle par ailleurs, mais l'imaginaire du temps de guerre sert à penser l'après aussi, quoi. Tout ce vocabulaire guerrier fait qu'il y a tout un public de la collapsologie et de l'effondrement qui est quand même très très proche des milieux survivalistes, carrément extrême droite. Si vous allez voir des trucs comme l'actu animé, c'est plus que borderline, on va dire. C'est réactionnaire. C'est réactionnaire à mort. Et puis ça fait partie des ponts bizarres qu'on disait au début. Et là, pour le coup, il faut reconnaître que Servigne est un excellent communicant. C'est dans une des interviews, il parle de la chasse en disant ah oui, mais ça m'intéresse parce que c'est local, vous comprenez, un peu en mode on va ni fâcher son public écologiste anti-chasseur, ni fâcher son public survivaliste en mode il faut un flingue dans la poche. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur l'effondrement de l'actu animé qui est très drôle où il dit au début ah oui mais non c'est pas vrai, survivaliste c'est pas forcément les armes, et un des plans de fin c'est lui dans un stand de tir en mode il faut quand même s'équiper. Donc c'est un imaginaire, il y a tout cet imaginaire guerrier machin, mais il y a un imaginaire qui manque, c'est que si la Seconde Guerre mondiale a eu aussi de la solidarité et tout ça, c'est parce qu'il y avait un parti communiste et des syndicats très forts qui ont utilisé les techniques qu'ils utilisaient depuis une bonne cinquantaine d'années, voire davantage, qui a permis de reconstruire justement tout ce truc solidaire. C'est pas la guerre qui a créé ça. Est-ce que c'est la guerre qui a créé ça, ou est-ce que c'est justement les mouvements sociaux précédents, cette de lecture C'est parce que en fait, à chaque fois qu'ils font une lecture de l'histoire, ils s'en servent comme de savoir si on peut en faire des projections. C'est-à-dire que comme ils sont dans les sciences
dans la biologie, dans la physique, etc., on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils s'intéressent aux sciences humaines, c'est pour possiblement créer des modélisations ou reproduire, enfin voir comment ça se reproduit en passant par la référence à la psychologie, quoi. Ouais, forcément. Ce qu'ils recherchent, c'est la modélisation, c'est-à-dire maximiser la scientificité de leur affaire. Hein. On peut pas leur reprocher, mais ce faisant, ça leur fait rater des choses gigantesques. Et puis, à mon avis, les pans essentiels de l'activité humaine, en fait, de ce qui fait l'humanité de l'activité ou de l'activité humaine. C'est ça qui. Peut-être qu'on peut un peu juste donner quelques éléments sur le type de petite communauté, en tout cas le monde que Servigne ou que les collapsologues voudraient construire pour résister à l'effondrement, et articuler cette description de ces communautés résilientes, l'articuler à la critique ou la non-critique du monde contemporain, des institutions telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Comment s'articule cette description donc des communautés ou des manières d'être qu'il faut mettre en place actuellement pour être le plus résilient possible lorsque l'effondrement arrivera, et la critique, en tout cas quels effets ça a sur la critique du monde contemporain, la volonté de le transformer et tout ça. Comment ça s'articule ces trucs-là dans leur discours et En fait, dans tout ça, ça se situe, si vous voulez, chez Servigne, Stevens et Chappell, donc dans le bouquin Une autre fin du monde est possible. C'est là où justement il aborde le côté un peu qu'est-ce qu'on va faire après. La question de l'après est très présente dans ce livre-là. Et donc ce qui est préconisé, finalement, après moult références un peu faites à l'arrache, donc ce qui est préconisé, c'est donc des petites communautés en prévision de bouleversements extrêmes. Donc entre 30 et 150 personnes, hein, c'est très précis, entre 30 et 150 personnes, je cite, des groupes de personnes qui ont choisi de vivre ensemble, de coopérer avec un objectif commun, en inventant un sens commun. Il s'agit de groupes de personnes qui tissent des liens très puissants, des attachements, un territoire entre humains, avec les autres humains, avec les humains extérieurs à la communauté et avec le sacré. Voilà, fin de citation. Donc ça se modélise comme ça, c'est des gens de bonne volonté qui ont envie de vivre ensemble et qui créent des trucs quoi, pour que ça fasse société, entre 30 et 150 seulement par contre. Et en fait ça vient après tout un travail, si vous voulez, sur la question de changer de... Alors oui, ils sont passés par tout un truc où ils font des lectures rapides d'anthropologie structuraliste de Descola en disant il faut changer notre manière de considérer le monde et donc de le traiter, donc il faudrait changer d'ontologie, hop, petit saut ontologique, donc on va observer ce que font les Indiens à tel endroit, on va leur piquer des techniques sur tel truc. Il y a des références super vaseuses à des sagesses millénaires qui ne se sont jamais perdues. Ça, c'est vraiment le summum de... Voilà. Il faut un petit peu de 101 écoféministe par-dessus la jambe, pourquoi pas. Hein. Tout ça très rapide. Et alors, il se pose la question aussi de est-ce qu'il ne faudrait pas faire des rites d'initiation parce que en fait, les êtres humains sont devenus des patho-adolescents, ils ne savent plus comment se gérer, c'est affreux. Voilà, donc il y a une sorte de pathologisation de l'être humain moderne. Et du coup, pour rééduquer tout ça, s'il vous plaît, voilà, on est tous à rééduquer parce qu'on est vraiment des grands enfants, on veut tout de suite et on se gave de pétrole. C'est pour ça qu'il faut faire des petites communautés, du coup, parce que en cas de bouleversement extrême, vu que ça va arriver, effondrement oblige, on va être obligé de passer à ce système-là. Parce que de toute façon, ce qui nous pose problème actuellement face à l'effondrement, c'est qu'on est complètement hors sol, on ne sait plus s'auto-nourrir, on ne sait plus se produire notre propre vie, donc il faut réapprendre à faire ça. Mais il est aussi conscient qu'en fait vivre en petite communauté c'est très difficile, parce qu'on se marche sur les pieds, etc. Il y a des conflits légaux, etc. Et il y a tout un travail psychologique qui est proposé, donc cette histoire de travail qui relie, qui est une notion qui a été proposée par Joanna Macy. Joanna Macy, c'est donc une docteure en études religieuses bouddhistes et une penseuse écologiste.
Et à partir de ces notions-là de travail qui relie, ont été fondés des stages pour se relier, du coup donc avec ses collègues de stage et avec la nature. Et du coup l'idée pour les auteurs, donc Servine, Stevens et Chappell, c'est que en fait il y a tout un travail de psychologie à faire sur soi pour devenir, attendez, je vais vous trouver la bonne citation qui va bien, compétent en intelligence émotionnelle et relationnelle. Voilà, en fait, il faut acquérir des compétences qui se sont perdues à cause de notre société moderne trop complexe. Et du coup, c'est ce qui nous permettrait de vivre ensemble, quoi. Et donc ça repose sur une chape un peu anthropologie à l'arrache et psychologie à deux balles, parce que cette analyse pour moi du pato-adolescent, écoutez, ouvrez Biba et puis voilà quoi, c'est tout. Ça c'était le pire moment du livre, on va dire. J'en ai un autre qui est pire, mais j'en parlerai plus tard. Ah, très bien. Et du coup, voilà, cette histoire des nouvelles petites sociétés, ça repose sur un engagement strictement individuel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de psychologie, quoi. Même si ça repose sur l'idée qu'il faut quand même changer d'un point de vue global de vision du monde et de manière de traiter le monde, etc. Mais il y a une focalisation sur l'individu. C'est incroyable, parce que c'est comme s'il n'avait jamais mis les pieds dans une société autogérée nulle part. En France, on a, je ne sais pas si c'est une des plus vieilles, mais en tout cas, on a une société autogérée à Longomaille, pas loin de Manosque, qui existe depuis 40-50 ans. Ça fait un moment, et quand tu écoutes les gens qui en parlent, même les plus motivés, même les plus psychologiquement aptes, de toute façon tous les gens qui vont là-dedans, ils y vont parce qu'ils ont envie de ça, quoi. Ils sont tous à dire c'est pas tous les jours simple, quoi. Faut prendre des décisions, une des anecdotes qu'il y avait, auxquelles j'avais assisté, c'était pour l'argent de poche que tout le monde avait, parce que c'était vraiment collectif. Est-ce qu'on donnait de l'argent de poche aux fumeurs pour qu'ils achètent des cigarettes ou pas, machin. Là, c'est un truc microscopique comme ça que tu multiplies par tous les aspects de l'être humain, que tu multiplies par tous les membres, que tu multiplies par les interactions avec les autres micro-communautés. Ouais, à ce stade-là, c'est pas de la psychologie qu'il faut faire, quoi. C'est du brainwashing façon KGB, quoi. Je sais pas s'ils ont fait du brainwashing ou pas, mais dans les films ils en faisaient. Ah oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que... toutes les communautés, déjà il y a beaucoup de squats, il y a beaucoup de machins qui se cassent la gueule précisément parce qu'à un moment donné, voilà, les conflits, ils deviennent plus importants que ce qui relie les gens. Donc... Oui, donc là, du coup, en termes de résilience, la petite communauté, ça marche pas tant que ça. Ça marche pas si bien que ça. Ça peut marcher, hein. Comme je disais, Longomaille, ça existe depuis plusieurs décennies, mais ça se fait au prix, je pense, d'un investissement phénoménal de la part de beaucoup de gens. Et c'est pas une petite communauté, il y a vraiment un certain pic. Il faudrait que je vérifie les chiffres, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas, ça dépasse la centaine de personnes. Mais voilà, quoi. Et c'est intégré dans un village tout à fait classique. Y a des interactions avec le marché et tout ça, avec justement le reste du monde. C'est pas du tout un truc qui est cloisonné. Voilà. Donc voilà, je sais pas. Pour quelqu'un qui se base sur l'empirique, là pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il soit allé voir vraiment ce qui se passait. C'est bizarre. Mais bon, ça lui vient de sa tradition. Enfin, il se dit de tradition anarchiste ou libertaire. Oui. Et c'est sûr que c'est la solution des petites communautés là. Bon, c'est à la fois d'une confondante banalité. Enfin, c'est quelque chose que et puis le côté petite communauté super organisée, c'est quelque chose que tu as l'habitude de lire dans la littérature utopiste ou anarchiste. Tu vois les phalanstères, les machins comme ça. Avec on se croirait dans l'utopie de Moore. La description extrêmement précise de ce que chacun fait, à quelle heure tu te réveilles, etc. Enfin, t'as toujours cette espèce de côté baroque de la description de la communauté idéale. Et
on tombe là-dessus. Alors lui, il essaye, enfin, il pense, parce qu'il est pas stupide, il est tout à fait conscient de ça, et notamment, il est très attentif à la notion de dérive sectaire. Il a tout à fait pris ça en considération. Mais sa solution à chaque fois c'est la même, c'est on dispose de nouveaux outils psychologiques, développement personnel, etc. Et on devrait pouvoir éviter tous ces travers. Mais oui, enfin comme tu dis, c'est des trucs qui sont vieux. Et puis c'est pas le développement personnel qui va changer grand chose, parce que c'est des trucs qui se basent aussi sur des philosophies néo-bouddhistes, néo-machin, qui sont nées exactement même période que les premières communautés. Et puis voilà. Il y a peut-être l'espoir que la... Pardon, oui. Tu veux dire les communautés des années 70, on est d'accord ? Oui. Oui. Ouais. Et que y a peut-être l'espoir que le monde sera tellement atroce que ça tiendra la communauté entre elles. C'est peut-être ça l'agenda caché, je sais pas. Je pense que clairement il y a ça. Hein. Justement, c'est de toute façon ça va tellement être horrible et tellement être la débâcle qu'on va se mobiliser pour entre guillemets sauver l'humanité et sauver sa peau, quoi. Mais oui, c'est ça. Je me souviens pour le pire passage du bouquin quand même que moi m'a fait vraiment rire tellement c'était gros. On parlait de la relation. La question au départ c'était un peu la relation entre son projet politique et les autres projets politiques. Dans le bouquin Une autre fin du monde est possible, il part de la résilience comme d'un outil possible pour mater des grèves. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Donc voilà. En quel sens ? Grosso modo, il dit d'avoir plein de petits ateliers. Enfin voilà, il refait le management néolibéral standard. Hein, il dit si on a plein de petits ateliers autonomes qui font chacun leur vie dans leur coin, il y a moins de probabilité d'avoir des grèves. Donc il y a moins de probabilité que l'ensemble de l'outil productif s'éteigne. Et c'est écrit texto comme ça. Hein. C'est cher manager, si au cas où vous êtes en train de lire notre bouquin, faites ce que vous faites déjà depuis les années 80 finalement, faites éclater les groupes de travail et puis vous serez tranquille, vous aurez moins de grèves. Oui, pour quelqu'un qui crache sur le néolibéralisme, je comprends pas qu'on puisse écrire un truc pareil en se disant ah ouais, non ça c'est bon, on le laisse. Ouais, c'est sûr que c'est au minimum une grosse maladresse. Oui, enfin là. Justement, moi à la rigueur, ça m'intéresse pas énormément de discuter à l'infini, de savoir si ces petites communautés sont possibles. Enfin, tu vois, on dirait des soirées entre gauchistes au milieu d'un squat où on passe juste une journée puis après on n'y reste pas. Est-ce que c'est possible ? Combien de temps ça va durer, etc. Ça me semble assez vain en fait ces débats. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'est-ce que ça révèle dans la relation qu'a cette pensée un peu cohérente là de la collapsologie aux institutions actuelles et également aux institutions critiques et aux luttes en cours contre le monde tel qu'il est. Et donc leur relation au monde, aux luttes qui essayent de changer le monde. Tu vois, quelle relation ça a du coup ? Qu'est-ce que ça trahit ? Qu'est-ce que ça trahit ou qu'est-ce que ça traduit dans leur conception des luttes actuelles ? C'est-à-dire que t'as presque l'impression qu'ils sont dans une conception de l'accélération du temps en se disant finalement puisque seule la situation d'effondrement peut créer ces communautés ou en tout cas produire le niveau d'entraide et la situation émotionnelle suffisante pour produire des sociétés résilientes, eh bien accélérons le mouvement et cessons de combattre la civilisation thermo-industrielle, le capitalisme ou le système financier, et donc au contraire accélérons tout ça pour que enfin ça collapse. C'est assez étrange mais je pense que c'est un abandon, c'est la version cool de l'abandon complète. Pour moi je lis pas ça autrement que la version gauchisante et comment dire positive d'une vision thatchérienne des choses. C'est bon, le capitalisme est là, on n'en changera rien, les syndicats ils sont plus puissants, les partis machin, et du coup pour moi c'est la construction d'un imaginaire où cette truc complètement déprimant quand tu as un peu une conscience sociale, ça devient quelque chose de positif.
Mais du coup, ce qui est très bien à l'échelle individuelle de quelqu'un qui, ça va lui permettre de souffler un peu paradoxalement et se dire bon bah voilà, c'est chiant, le climat social est vraiment merdique, mais ouf, tout va s'effondrer, tôt ou tard, peut-être que je verrai la fin du capitalisme, youpi. Mais dans le même temps, voilà, ça tue dans l'œuf toute idée d'une contestation, quoi. C'est toute idée du politique, enfin c'est assez fou. Ouais. Mais ça, tu vois, ça rejoint encore une fois leur erreur de diagnostic et leur description, je dirais, insuffisamment fine du monde social, parce qu'ils voient pas que dans le monde actuel, il y a des choses à sauver, tu vois, et il y a des facteurs de résilience. Par exemple, si tu prends un système, justement, comme la sécurité sociale, ou même l'ensemble des services publics, tout à fait. Et je parle pas seulement des machins qui tournent directement à l'extraction des énergies fossiles, mais je sais pas moi, le nombre de maternités, ou que sais-je encore, tu vois, la poste, ou je sais pas quoi, comment ne pas voir quand même que quand tu dis mais de toute façon il faut que cette société s'effondre, en fait tu es en train de dire que tu souhaites la fin des rares institutions qui assurent encore l'amélioration du sort des moins bien lotis dans la société, tu vois. Mais je pense que c'est un biais que les collapsologues peuvent avoir probablement par rapport à ce qu'on peut observer de la sociologie de ce mouvement, en fait, de toute façon. C'est que, en effet, il se situe dans une frange de la population qui est les cadres éduqués, quoi. Mais pour moi, oui, c'est ce côté. Je pense que c'est vraiment le côté pervers du discours qu'on entend. Dieu sait combien de fois par jour on peut pas financer la sécurité sociale, nanana, c'est plus possible ce système, on peut plus y arriver. Et c'est une manière de le rendre acceptable psychologiquement. Je pense que c'est pas pour rien que c'est très psychologique. Et il y a quand même une question une problématique qui est en creux là-dedans qui moi me taraude beaucoup, c'est quand on disait que Laure, tu disais que c'était les cadres éduqués, c'est qu'il y a quand même ce côté. La collapsologie part du principe qu'il y aura des millions voire des milliards de morts, et les collapsologues se disent que ça va être ceux qui vont être prêts, qui vont pas être morts, et je crois qu'il y a quand même un côté en creux qui est très très morbide, en mode chouette. Tous ces gens bêtes qui regardent Hanouna, qui vont se battre pour du Nutella dans le supermarché, chouette, ils vont tous crever. Je crois qu'il y a une espèce de gros mépris de classe larvé derrière ça qu'il faut pas passer sous silence. Et c'est ce côté tout ce discours, on peut pas accueillir toute la misère du monde, la sécurité sociale peut pas financer tout le monde, on peut pas être dans l'assistanat tout le temps. Alors l'assistanat l'anti-assistanat qu'on retrouve beaucoup chez les survivalistes d'ailleurs. Tout ce côté-là, on peut pas gérer les pauvres, et puis ils consomment, et puis ils ont leur bagnole et machin, qui est un peu du mépris de classe qu'on a eu au début du mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. Là, toutes ces questions qui peuvent un peu tirailler un cadre de gauche, entre guillemets, en mode c'est pas bien de dire ça, mais quand même j'aimerais bien. Là, la question est résolue puisque c'est la planète qui va s'en charger. Tu peux être un génocidaire de la pire espèce sans l'être, parce que c'est pas toi qui le fais, c'est la planète, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a un truc, c'est bien entendu jamais dit explicitement, mais quand tu lis entre les lignes, les gens qui vont être sauvés entre guillemets, qui ont fait leur processus psychologique, machin, c'est pas le type qui bosse 8 heures par jour, qui fait 2 heures de trajet, qui doit s'occuper de ses mômes comme notre ami Karim qui a dû nous abandonner pour s'occuper du sien. C'est des gens qui ont le temps, quoi, qui ont le temps et l'argent d'aller faire des stages à Dieu sait combien de milliers d'euros pour faire couper du bois et devenir en harmonie avec la nature, quoi. Enfin, dans leur esprit, je veux dire. Je trouve que ça ressort beaucoup dans le bouquin là, Une autre fin du monde est possible, dans les références en fait, parce que les références qui sont utilisées par les auteurs, comme elles sont lancées comme ça implique que en fait les gens qui lisent l'ouvrage ont la culture nécessaire pour aller les lire, et c'est des ouvrages qui sont extrêmement compliqués en fait. Enfin, peut-être qu'eux ne les ont pas lus, je ne sais pas, qu'ils les citent comme ça en les ayant fait expliquer rapidement par quelqu'un qui les connaissait, mais ça implique une culture incroyable en fait, de savoir de quoi ils parlent. C'est-à-dire que moi je l'ai, la culture, je sais de quoi ils parlent tout le temps,
Mais alors celui qui ne l'a pas, mais bon courage quoi, bon courage. Et du coup c'est une sorte d'écrémage dans le public qui est visé, qui est on voit très bien à qui vous pensez les gars quoi. Et clairement il y a plein de gens qui ne liront jamais ces livres et qui ne seront jamais éclairés de vos lumières parce que toutes vos références elles sont trop difficiles à maîtriser quoi. Il aurait fallu prendre le temps de faire des exposés, etc. Enfin, ça aurait pris un dictionnaire, hein, le truc, mais comme ils le font pas, ça veut dire qu'il y a une sélection qui s'opère quoi. Et ce que tu dis, Étienne, par ailleurs, justement, j'avais sélectionné un moment de la thèse de Jean Chamel sur la collapsologie, sur les collapsologues, où il dit on peut voir dans cette attitude une condescendance bienveillante envers celles et ceux qui ne peuvent faire autrement que de se conformer au système. Les écologistes se voient en effet comme ceux qui ont compris et ils se lamentent très souvent au sujet du reste de la population et des élites en particulier qui n'ont pas encore compris. Ils se voient donc en défendeurs de l'intelligence pour une intelligence collective, pour un monde tellement plus intelligent. Et en fait, ça amène, oui, c'est dur, hein. Ça amène quelque chose d'extrêmement manichéen, de super péremptoire, alors qu'en fait, il y a pas précisément de véritable savoir, il n'y a pas de véritable solution. Et du coup, comme vous disiez, c'est pas penser en termes sociopolitiques, c'est penser en termes de conversion individuelle, d'initiative personnelle. Ça veut dire que tous ceux qui ne font pas cette démarche-là sont les salauds de l'humanité quoi. Oui, et puis on peut même noter une très très grosse contradiction parce qu'il dit que des fois de temps en temps il est un peu dans un côté ces gentils pauvres qui sont solidaires machin, et tu peux te dire justement attends, ils vendent d'un côté la solidarité des gens qui n'ont pas beaucoup, des gens de peu on va dire, mais de l'autre côté il en appelle à des gens qui ont qui vont égoïstement aller faire leur petite conversion psychologique. En fait, soit il se gourre complètement le public parce qu'il va avoir exactement les gens qui critiquent à la fin de la journée, peut-être. Possiblement, oui. Non, mais c'est quand même une grosse contradiction hein, parce qu'il y a une interview avec François Ruffin où ils sont très les pauvres, c'est fou comme ils peuvent être solidaires. Enfin, du coup, c'est vrai, ça fait partie d'un des très nombreux allers-retours. C'est pour ça que c'est un peu difficile justement d'extirper des discours parce qu'en fonction de qui il a comme interlocuteur, Servigne va être tantôt tout, tantôt le contraire de tout quoi. Sur cette question-là, en effet, ça oscille entre comment dirais-je, seuls les plus instruits et en tout cas ceux qui auront fait leur transition intérieure, leur chemin intérieur, seront capables d'éprouver les émotions nécessaires qui favorisent l'entraide. Mais comme tu dis, dans la discussion qu'ils avaient eue avec François Ruffin, alors là, il ne tarissait pas d'éloges sur la décence ordinaire des pauvres qui savent s'entraider, se prêter des bagnoles, etc. C'est assez étrange, ça, faut savoir. Non, mais c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse cette émission, parce que enfin on a passé, je veux pas nous jeter des fleurs, mais on a passé quand même des heures et des heures à essayer de différencier ce qui est dit, qui peut être vraiment à 2 minutes d'intervalle, enfin sur 10 minutes, tu peux avoir 3 discours différents sur un même sujet, d'arriver à différencier ce qui est dit et la substantifique moelle de ce discours, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Et je comprends qu'il y ait le potentiel de séduction de ce machin, c'est comme un bon discours néolibéral, c'est chacun il prend ce qu'il veut quoi. Et c'est fait pour par ailleurs hein. C'est fait pour, ouais. Servigne, son mot d'ordre c'est je ne vous donne pas les solutions, je vous propose et vous choisissez. C'est écrit noir sur blanc dans son livre, on a été traîné auprès de tant de gens, on vous fait une liste, prenez ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est ça, il dit quelque part dans une interview je me suis petit à petit aperçu que la notion d'effondrement, bien au-delà du sens qu'elle peut avoir en termes climatiques, mais aussi en termes socio-économiques, elle a fondamentalement, dit-il, un sens psychologique, c'est d'être le miroir de ses peurs, de ses craintes, de ses émotions, etc. Et donc, il valide, si tu veux, le fait que chacun y met ce qu'il veut. Et je crois qu'à ce sujet, on avait un témoignage dans la thèse de Chamel qui disait un témoignage d'une de ces personnes qui avait participé à un de ces stages en forêt, là où je sais pas quoi, pour apprendre à comprendre, à travailler sur ses émotions, à faire son cheminement intérieur.
Il disait que, je crois que tu avais la citation, Lan, qui disait quelque chose du type on s'attendrait à ce que les participants, lors d'un groupe de parole où on libère la parole, on s'attendrait à ce que les gens, puisqu'ils sont là pour travailler l'effondrement, préparer l'effondrement, viennent parler de leurs craintes à l'égard de cet effondrement, de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et en fait, tu t'aperçois que les seules choses dont ils parlent, c'est leur divorce, le deuil d'un de leurs proches, leurs difficultés professionnelles et tout ça. De sorte que ce qui revient au galop, c'est ça, quoi, c'est les problèmes personnels. Oui, mais c'était l'hypothèse qui m'a, enfin, ça m'a frappé l'autre fois, c'est que surtout on est dans un monde où les vies des gens s'effondrent tout le temps. C'est ah chouette, j'ai un boulot, ah non j'ai plus de boulot, ah chouette, j'ai un compagnon, je vais marier une compagne, peu importe, ah bah non j'en ai plus. Et il y a vraiment ce côté de la société de la précarité permanente désirée par Laurence Parisot, souvenez-vous de la citation. Je pense que oui, ça fait un désir de ce truc, qu'est-ce qui se passe si vraiment tout s'effondre, je dois être prêt à ça. Et peut-être le côté qui peut le plus peut le moins. Si je peux survivre tout seul en forêt avec un clou rouillé, peut-être que je pourrais survivre à un deuxième divorce et à un troisième licenciement. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, ça collerait avec le côté très psychologique de la chose, quoi. Est-ce que vous voulez la citation de Jean Chamel ? Ah, volontiers. Oui, bien sûr. Volontiers. Alors donc oui, c'est ce que dit Jean Chamel, c'est l'analyse qu'il tire après avoir lui-même participé à ces ateliers de travail qui relient et à d'autres ateliers, parce que pour faire ses terrains, il est allé là-bas. Donc il note, en conclusion, une grande part des émotions partagées lors du rituel clé du mandala ne concerne pas, ou alors très indirectement, entre guillemets, notre peine pour le monde, mais bien souvent des problèmes personnels, familiaux, professionnels ou sociaux, sans grande portée écologique. Et symétriquement, les projets proposés par les participants pour passer à l'action révèlent bien souvent des objectifs personnels de mieux vivre avec une faible ambition pour la guérison de notre monde, entre guillemets, malgré les encouragements des facilitateurs pour aller dans ce sens. C'est-à-dire que le but avoué en fait des ateliers, normalement, c'est d'engendrer de l'action collective, de permettre aux gens de rebondir et d'aller agir dans leur propre vie. Et en fait, ce qui en ressort, c'est que les gens sont là plutôt pour eux et pour leurs problèmes personnels, quoi. Et tu vois, j'ai envie de dire, on pourrait y voir un égoïsme, mais non, en fait, c'est plutôt révélateur de la vérité, c'est que leur problème ne vient pas de l'effondrement, en fait. Il vient du caractère invivable du monde dans lequel on est. Et c'est celui-ci qu'il faut transformer. Oui. Mais ça va avec tout ce truc de... Enfin, quand on arrive là, quelque part, c'est que t'as perdu toute foi dans la possibilité de changer, dans la possibilité d'avoir un boulot plus vivable, d'avoir des machins. Et tu te dis, moi, je vais essayer déjà de survivre. Et après, t'as l'étape suivante où tu te dis, espérons que tout va péter, parce que si tout pète, mon manager il sera dans le lot, quoi. Parce que oui, ça fait un mythe qui est très très beau finalement, c'est que tu te dis plus la personne est proche des structures qui t'oppressent, plus elle risque de prendre cher. Donc tu te dis ce petit manager là qui est bien copain avec le système, lui il va se faire engloutir par je sais pas, un lion échappé du zoo de Vincennes, j'en sais rien. Non, mais ça fait un... C'est pour ça que je disais au début, qu'on convaincra personne, c'est que je crois qu'il y a vraiment une portée psychologique et de confort psychologique de croire là-dedans qui est primordial. Et du coup, quelqu'un qui a un confort psychologique grâce à quelque chose, moi, je peux pas lui dire, je peux pas lui dire, arrête de te sentir bien, pense à autre chose, quoi. C'est bon, si tu te sens bien, sens-toi bien, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est que, ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a des ponts avec, il y a des gens qui veulent construire un projet politique là-dessus, et là, c'est grave. Parce que ça fait l'inverse de ce que ça dit, quoi. C'est vraiment une construction d'individus qui vont tous construire le truc chacun pour soi. Et derrière qui va aller brûler le Fouquet's, quoi. C'est ça que j'ai envie de poser comme question. Si, non, mais c'est vrai. C'est pendant qu'il y a des gens qui font des jardins en permaculture, d'autres qui brûlent le Fouquet's. Voilà. Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'ils sont dans le déni. Mais ils sont dans le déni, c'est vrai. Parce qu'en plus, ça crée du CO2 de brûler le Fouquet's, et ça, c'est vraiment pas bien. Ouais, mais non, parce qu'au contraire, c'est une bonne chose, parce que ça accélère l'effondrement. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, on ne sait plus quoi faire, là. J'ai l'impression qu'il y a une confusion dans cette affaire d'entraide. Enfin, il y a une réduction de la notion d'entraide
au strict rapport interindividuel, c'est-à-dire je suis solidaire dans mon milieu d'interconnaissance, donc ma petite communauté, notamment ma famille et mes quelques amis, alors que, mais ça va vraiment, je trouve que le point vraiment le plus dangereux, c'est de réduire la notion d'entraide ou de solidarité à cela, et ne pas voir que la civilisation précisément s'est bâtie, une civilisation vraiment humaniste en fait s'est bâtie, à partir du moment où on construit des institutions qui organisent l'entraide dans des relations longues. Et donc la solidarité n'est pas une solidarité, on va dire, mécanique ou de très proche, en tout cas avec ses proches qui te ressentent directement, qui appartiennent à ton clan ou à ta famille, mais à partir du moment où on organise la solidarité de manière sociale, c'est-à-dire qu'on va l'organiser entre des groupes qui sont socialement différenciés. Et tu vois, les services publics, la sécurité sociale, voilà des réseaux, des systèmes en fait, qui organisent le lien entre des groupes qui sont différents et qui du coup assurent la résilience de la société, puisque elle assure au moins bien loti de la société, aux économiquement désavantagés, en fait, des ressources qui leur permettent d'absorber, donc en termes de résilience, qui leur permettent d'absorber des chocs comme dans la crise de 2008. Pourquoi tout le monde finit pas à la rue comme aux États-Unis? En France, c'est parce que nous, on a une bonne sécurité sociale, on a des services publics, et tu vois, et c'est pour ça que moi, ça me met assez hors de moi, l'espèce d'argumentation là, qui consiste à dire, mais regardez, si on modélise les choses, on voit bien que plus c'est complexe, moins c'est résilient. Donc il vaut mieux se regrouper sur de l'interconnaissance, des micro-communautés qui organisent à l'échelon très très local l'entraide, plutôt que de s'en remettre à de grands systèmes de relations longues, organisés dans des institutions compliquées, qui ont des décennies d'existence. Moi, je trouve ça assez problématique. Enfin, pour pas dire en fait réactionnaire. C'est complètement la philosophie néolibérale. Hein. On peut se fier qu'aux gens proches de soi qui ont les mêmes intérêts que soi, et que tous les autres, c'est des ennemis potentiels. Oui, tout à fait. En tant que le néolibéralisme, particulièrement en tant que le néolibéralisme partout où il se développe, que ce soit ses versions ordolibérales ou même ses versions libertariennes, en fait, articule toujours une conception économique et politique du marché où les individus se comportent en homo economicus sur un marché, etc., et cherchent à maximiser leur bien-être. Mais les courants néolibéraux articulent toujours cette conception qui semble très moderne de l'homo economicus avec une conception tout à fait conservatrice de l'individu qui existe dans sa famille. C'est-à-dire que le véritable instrument ou le véritable lieu de socialisation, c'est la socialisation primaire, point. C'est-à-dire la famille, les relations de village. Ça se voit bien dans certains textes ordolibéraux, par exemple, où tu as une espèce d'articulation assez étrange entre la civilisation industrielle et l'éloge du petit potager dans le petit village. C'est assez étrange, ça. Tu le vois bien dans le discours d'une Thatcher, quoi, ce genre de choses. C'est-à-dire que il faut préserver la famille parce que c'est là qu'on transmet les valeurs, mais pour la société tout entière, et là on dit il y a que des individus et donc il y a que le marché qui peut faire exister des relations entre eux. Et on retrouve là, tu vois, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Et puis même c'est là un autre point aveugle de Servigne quand il parle de l'entraide machin, c'est que à l'échelle micro dont il parle, c'est déjà une philosophie qui est extrêmement utilisée par le management, parce qu'à partir du moment où tu es dans une société de service où tu ne peux pas compter sur les machines pour faire bosser les gens, qu'il faut compter sur leur volonté, tu es obligé de mettre en place tout un discours de l'équipe, de participer à l'effort collectif, de machin, de trucs. Enfin, il y a un discours d'entraide qui est extrêmement présent. Il y avait un mec là qui est très populaire, j'ai perdu son nom. Un ancien ouvrier qui a fait toute une philosophie de management, d'autonomie, où chaque équipe se gère, machin, et qui devient de plus en plus populaire, notamment dans les milieux informatiques. Donc c'est là où Servigne, il se rend pas compte, c'est qu'il voit effectivement qu'à grande échelle, il y a un esprit compétitif, machin, et il dit, mais à petite échelle, on peut faire la coopération, sauf que dans le système actuel, déjà, tout cet esprit de coopération, de machin existe déjà à micro-échelle, et la compétition est déjà à l'échelle macro. Et en fait, il change juste dans son discours une compétition organisée par le système économique qui va intervertir par une compétition organisée par une catastrophe climatique. Donc finalement, il recrée
il recrée une version imaginaire de ce qui existe déjà, quoi. Et que il appuie, il continue à appuyer sur ce sur quoi appuient tous les politiques de droite depuis 50 ans, sur à grande échelle, la coopération n'est pas possible, pour exactement les raisons qu'on explicitait, quoi. Tout à fait. Parce que pour s'entraider, soit c'est pas il faut possible, se connaître. soit c'est pas possible, soit c'est trop cher et pas efficient, quoi. C'est faire mettre en commun la sécurité sociale. Oui, mais moi je suis pas malade, j'ai pas envie de payer, tu vois. C'est vraiment, oui, c'est la version cool du discours dominant. Moi, je reste sur cette conclusion là. Ouais, ça c'est vraiment problématique. Et je sais pas comment on peut les faire bouger de ce point de vue-là, parce que dans la mesure où il y a quand même une erreur de diagnostic, et je pense en acceptant d'injecter dans leur modélisation de la société un peu plus de considération obtenue par des approches sciences sociales, on peut quand même pallier un certain nombre de ces problèmes, mais dans la mesure aussi, comme vous disiez, que ça vient aussi comment dirais-je, que ce discours peut être conçu comme la production idéologique au sens marxiste d'une certaine sociologie, c'est-à-dire grosso modo des CSP+, essentiellement des ingénieurs. Là, c'est beaucoup plus difficile de discuter dans ces conditions-là, parce qu'on a affaire à ta nature profonde et à ta vision du monde qui parle, quoi. C'est plus difficile d'argumenter dans ces conditions. Ouais, enfin, c'est toujours un peu la même quadrature du cercle, enfin, qu'a mis les syndicats dedans depuis le New Management. C'est faut s'occuper d'une détresse individuelle et psychologique, mais comment tu le fais sans faire éclater justement ton moteur social qui est le collectif, quoi. Il y a effectivement un gros travail psychologique de changement de soi à faire, mais dans l'acceptation de bosser avec des gens avec qui on n'a pas forcément des liens immédiats, et d'accepter de sacrifier un petit peu peut-être des fois son petit confort individuel pour faire partie d'un truc un peu plus grand. Mais ça suppose que, pour moi, ça suppose pas qu'on fasse des efforts incroyables sur sa propre psychologie pour être moins égoïste. Pour moi, ça suppose qu'on bâtisse et surtout qu'on défende les institutions qui stimulent ce type de comportement. Or, vu le discours des collapsologues sur les luttes sociales en cours, c'est-à-dire un discours parfois de moquerie, en tout cas de méfiance, tu te dis, mais en fait, non. Parce qu'ils ont l'espoir, c'est que l'effondrement remette les choses à zéro, remette les compteurs à zéro, et là on va reconstruire par petites briques. C'est exactement ça, pour moi c'est la vraie conclusion, c'est il faut construire ces structures-là, et aussi, il parle tout le temps du récit, il faut un récit où justement on accepte d'être solidaire, machin, mais factuellement, ils construisent un récit de psychose absolue, où t'as pas envie de t'associer aux autres parce que faut emmagasiner des patates dans ta baignoire, et ils prônent un éclatement total, doublé d'une méfiance de classe, enfin voilà, vraiment avec comme je disais, ce discours larvé de on peut pas se fier à quelqu'un qui achète du Nutella à moins 70% à Intermarché. Et du coup, il prône quelque chose, enfin, il espère quelque chose en prenant l'exact inverse. Donc, si il avait raison et que ça allait s'effondrer et que les petites communautés allaient survivre, oui, faudrait l'encourager, super. Sauf qu'on a démontré assez simplement que concrètement, les gens qui avaient le pouvoir et des armes et une autorité aujourd'hui n'en auront pas moins si tout s'effondrait. Donc premier problème, et deuxième problème, c'est que du coup, il faut lutter, et pour ça, il faut effectivement des récits, comme il répète tout le temps, et des structures, mais ça, il veut les péter. Donc en fait, il fait l'exact inverse, enfin, c'est l'archétype même de quelqu'un qui travaille pour le système en prétendant le détruire, quoi, c'est... Ouais, c'est ça, la collapsologie, c'est l'opium des cadres. Et il y avait quelqu'un qui avait trouvé une formule fantastique sur Twitter, enfin je l'adore, il avait dit la collapsologie, c'est la gentrification du survivalisme. Et c'est tellement magique comme formule, quoi. C'est vraiment super. Mais oui, enfin, c'est du coup, je pense que plutôt que faire des stages dans la forêt, dans la nature, moi je propose que les gens qui croient que... qui croient que les gens sont trop attachés au système, qui viennent vivre là où j'habite, où le seul magasin à 1 km à la ronde c'est Carrefour, t'as pas le choix, et qui se rendent compte que en fait les gens, si ils agissent comme ils agissent, c'est pas parce qu'ils sont cons et mal psychologisés machin, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi.
Et peut-être que s'ils allaient voir justement tous ces gens dont ils regardent de loin avec méfiance, plutôt que d'aller faire des câlins à des arbres, ce qui est très bien de faire des câlins à des arbres, ceci dit, ou les deux finalement. Non, je veux pas opposer l'un qui serait mal et l'autre qui serait pas bien, mais au moins d'élargir son point de vue. Non, je veux pas du tout parler avec, je veux pas critiquer un mépris en faisant un autre mépris, ça serait vraiment idiot ce que j'ai fait. Mais du coup, ça serait complémentaire. C'est justement ça. Oui, parce que un truc qu'on peut dire comme ça aussi, c'est on peut pas nier non plus qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire au début du 21e siècle là, de fait, la collapsologie, et puis bon, tout le buzz autour, ont constitué quand même une voie d'entrée de franges entières de la population dans la réflexion écologiste. Ça on peut pas le nier non plus, tu vois. C'est pas forcément mon cas, par exemple, mais je vois beaucoup de gens qui, en effet, sont rentrés dans cette affaire-là par Servigne ou par d'autres. Ça aurait pu être autre chose, tu vois, ça aurait pu être autre chose qu'une thématique de l'effondrement, mais bon, Servigne, lui, il essaye d'expliquer pourquoi ça marche ainsi, parce que l'effondrement, ça frappe particulièrement. Ça je sais pas, je connais pas suffisamment ces domaines qui impliquent aussi des questions de communication, comment tu argumentes ton affaire, mais il faut bien concéder aussi, c'est vrai que à l'heure actuelle, tu discutes écologie en soirée et tout ça, beaucoup de gens te disent je connais, moi, c'est grâce à l'effondrement que je suis rentré dedans, c'est flippant cette affaire-là et tout ça. Bon. Oui. T'as ça, et puis t'as la question auquel il faut répondre, c'est que tant que t'auras des gens qui auront peur que leur vie s'effondre, entre guillemets, enfin, faut prendre soin aussi des détresses psychologiques des gens. Sinon ils iront vers ça, quoi. Mais et ça, c'est vrai que pour parler organisation politique et tout ça, quand même, là, la gauche a vraiment à faire son autocritique là-dessus, hein, sur le fait psychologiquement d'abandonner les individus un peu à leur propre sort, tu vois, pour se concentrer sur la seule vraie lutte qui vaille, c'est la prise du pouvoir d'État, tu vois. Là, c'est clair qu'il y a quand même un tort du côté des organisations et des manières de lutter à gauche, quoi. Du coup, je voulais remercier tout le monde pour ce gros travail sur la collapsologie, en particulier Lan de la chaîne Game of Earth. Merci à toi pour l'invitation. Non, c'est moi qui t'ai invité. Non, c'est tout le monde qui t'a invité, je crois. On mettra le lien de sa chaîne dans la description. Donc ça parle d'écologie et de féminisme et du lien entre les deux, et c'est extrêmement aussi documenté que ce qui a été fait là. Donc merci beaucoup Alan pour ce travail documentaire, et c'est très intéressant. Et puis donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à partager et à discuter, à nous fournir des ressources. On mettra des ressources en lien aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites. Et on se revoit bientôt pour un nouveau podcast avec d'autres personnes. Et puis on salue Karim qui a dû nous abandonner pour s'occuper de sa famille, mais qui est là avec nous par l'esprit, je crois. Voilà, merci à tous et à bientôt.